vidéo, je vous propose de nous intéresser à une des nouvelles que vous deviez lire sur le thème de la guerre, intitulée Initial, et écrite en 2002 par Paul Duboucher. Cette vidéo sera d'abord l'occasion pour nous de revoir ce qu'est un incipit et d'en rappeler les caractéristiques. Nous verrons ensuite en quoi l'incipit de Initial s'y conforme. Rappelons d'abord ce qu'est un incipit. Le mot incipit a pour origine l'expression latine incipit liber, qui signifie ici commence le livre. Cette expression vient des manuscrits du Moyen Âge, à une époque où s'enchaînaient dans un même manuscrit plusieurs livres d'un même ouvrage. Le copiste, pour signaler qu'il commençait un nouveau livre, écrivait incipit liber dans une partie en rouge appelée rubrique, rubrique venant du latin ruber, qui désigne la couleur rouge, une rubrique étant donc une annotation de couleur rouge. Le lecteur savait ainsi qu'une nouvelle histoire commençait. Quand le livre était fini, le copiste écrivait explicit liber, ici finit le livre. L'expression incipit est utilisée aujourd'hui en littérature pour désigner le début d'un roman. C'est grâce à l'incipit que le lecteur se fait une première idée de l'histoire. Il y puise les informations qui lui permettront de se construire une représentation mentale du récit. Mais l'incipit ne doit pas non plus trop en dire. Il doit donner envie au lecteur de connaître la suite et ainsi de poursuivre sa lecture. Alors, le début d'un texte doit permettre au lecteur de répondre aux questions habituelles qui, où, quand, quoi. Ainsi, pour mettre en place l'intrigue, l'incipit peut nous renseigner sur le cadre spatio-temporel. Le lecteur cherche alors à savoir où se passe l'histoire, à quelle époque, dans quel contexte historique, à quel moment de l'année, de la journée. Spatio, renvoyant au lieu, et temporel, au temps. L'incipit peut également nous renseigner sur les personnages. Pour mieux les comprendre, le lecteur a besoin d'informations qui lui permettront tout au long de l'histoire de savoir qui ils sont, quelles sont leurs intentions, leurs motivations, leurs valeurs, leurs relations, ou beaucoup d'autres choses encore. L'incipit nous renseigne également sur les événements. Le début d'un texte expose souvent une situation de départ, qui est amenée à évoluer, parce qu'il se passe quelque chose. On dit souvent que l'équilibre de la situation initiale est perturbé par un élément perturbateur. L'incipit nous renseigne encore sur le narrateur. Le lecteur peut être amené à demander qui mène le récit, qui raconte. Il peut alors être important de savoir quel est le rôle du narrateur dans l'histoire, c'est-à-dire quel est son statut, qui il est, quel espace de temps le sépare des événements qu'il raconte. Et puis enfin, l'incipit nous renseigne sur l'atmosphère. Dès les premières lignes du texte, le lecteur est plongé dans une certaine ambiance qui conditionnera ensuite sa représentation de l'histoire. Nous voyons que la première fonction de l'incipit est d'informer le lecteur. Seulement, l'incipit ne doit pas non plus trop en dire, parce que l'incipit doit donner au lecteur l'envie de connaître la suite. Et c'est là sa deuxième fonction. Le lecteur doit encore se poser des questions, sans quoi il n'aura plus envie de lire le texte. Le narrateur peut adopter différentes stratégies pour commencer son récit. Il peut présenter, dès les premières lignes, le cadre de l'histoire ou un des personnages. Il expose ainsi de manière très claire les informations qui seront nécessaires à la compréhension de l'intrigue. Il peut commencer son récit in medias res, comme si l'histoire avait déjà commencé. Le lecteur prend les événements en cours de route. C'est alors à lui de construire l'intrigue avec les informations qu'il prélève au fil de sa lecture. Il est obligé d'émettre des hypothèses qu'il pourra remettre en cause au fil du texte. Nous avons donc rappelé les différentes caractéristiques de l'incipit. Voyons maintenant ce qu'il en est dans Initial de Paul Duboucher. Alors je vous propose dans un premier temps de lire l'incipit de cette nouvelle. C'était une fin d'après-midi d'avril de l'année 1918. La journée avait eu cette douceur fragile des premiers jours de printemps et la soirée s'annonçait calme. Les Parisiens la goûtaient d'autant plus qu'ils n'avaient pas entendu tonner le canon allemand depuis quelques jours et que là, à Paris, ce Paris si meurtri depuis le début de la guerre, il semblait qu'on allât vers une sorte de paix. En pensant à ce mot de paix, Juliette Swift esquissa un sourire. Elle regarda l'heure sur la montre d'argent qu'elle portait en sautoir. 5h20. Le magasin allait fermer dans une grande demi-heure. En sortant, elle irait flâner le long du quai. Elle s'attarderait à regarder trembler les feuilles naissantes au-dessus de l'eau avant de se rendre chez sa mère, qu'elle n'avait pas vue depuis quelques jours. Juliette entreprit de ranger ses stocks sous l'étalage. Elle était employée au grand magasin de la Belle Jardinière, face au Pont-Neuf. Elle tenait le rayon toilettes de dames. Les clientes, encore nombreuses, se pressaient à l'unique caisse, près de l'entrée, non loin du rayon de Juliette.
Dans le brouhaha des voix, elle cueillait des bribes de phrases. Elle s'amusait souvent à regarder les visages et à imaginer les vies. Pour l'heure, les propos qui lui parvenaient évoquaient la terrible offensive allemande dans la Somme, la difficulté qu'avaient les troupes françaises à tenir malgré le renfort des alliés, anglais et américains, les blessés, les morts, les fils, les pères, les maris, les frères, dont on était sans nouvelles. La douleur se lisait sur les visages, sous le masque de la pudeur, de la dignité, de la compassion. Mais la douleur était là, dans cette file de femmes. La bataille qui faisait rage depuis bientôt 3 semaines là-haut, dans le nord, paraissait plus meurtrière, si la chose était possible, que toutes celles dont Juliette avait entendu parler jusqu'alors. Tout à coup, elle s'entendit héler. « Juliette !» C'était le chef de rayon. Il était accompagné d'un homme, grand, au regard très bleu. Un regard clair qui frappait d'emblée, éclairant un beau visage régulier. Les traits de ce visage avaient encore l'indécision de la jeunesse, une espèce de flottement inquiet, mais portaient en même temps une lassitude et une détermination qui n'appartiennent qu'à la maturité. Le blond sale d'une barbe de quelques jours, mangeant irrégulièrement le menton et les joues, contrastait avec ses yeux limpides et contribuait à l'impression de vivante contradiction qui émanait de ce visage, achevant de le rendre extraordinairement émouvant. Cet incipit expose la situation. Il commence par le présentatif « C'était ». C'était une fin d'après-midi d'avril. Nous ne prenons pas l'histoire en cours de route. Elle n'a pas déjà commencé. Ce n'est pas un début in medias res. Le narrateur prend la peine de planter le cadre. C'est la fonction informative de l'incipit qui est privilégiée. Le narrateur donne toutes les informations au lecteur pour qu'il entre facilement dans l'intrigue. En termes de rythme de la narration, le temps est suspendu. Nous ne sommes pas encore dans le temps. L'action n'a pas encore commencé. Le narrateur fait une pause dans le temps pour présenter le cadre et l'atmosphère qui caractérise cette journée. Voyons justement quelles informations cet incipit nous apporte concernant le cadre spatio-temporel. Nous savons où se passe l'histoire et quand. C'était une fin d'après-midi d'avril. Nous voyons que la journée s'achève, c'est le printemps. Le texte ajoute « de l'année 1918 ». Nous sommes donc au début du XXe siècle, dans un contexte historique précis. Nous sommes pendant la Première Guerre mondiale, en pleine bataille de la Somme. La fin de la guerre approche, mais cela, les personnages ne le savent pas. L'histoire se déroule à Paris. Elle se déroule dans un cadre urbain, loin des champs de bataille. Nous sommes à l'arrière, alors que des hommes se battent sur le front. Le champ lexical de la guerre rappelle, dès le premier paragraphe, le contexte historique dans lequel évolue cette histoire. Il est question du canon allemand, que l'on n'a pas encore entendu tonner. On nous parle de Paris si meurtri. Il est question du début de la guerre. On nous parle d'une sorte de paix. Autant de termes qui nous rappellent effectivement qu'en 1918, c'est la guerre. Cet incipit nous renseigne également sur l'atmosphère. L'histoire se déroule au terme d'une agréable journée de printemps, ensoleillée et douce. Le calme règne à Paris depuis quelques jours. Le narrateur se veut plutôt optimiste. Il écrit en effet « Il semblait qu'on allât vers une sorte de paix ». Le narrateur, justement. Ce texte est rédigé à la 3e personne. Le narrateur est absent de son récit, l'histoire semble se raconter toute seule. Ce texte est un texte narratif, il met donc en scène des personnages. Il n'est fait mention pourtant d'aucun personnage dans le premier paragraphe. C'est seulement au suivant que le personnage principal entre en scène. Nous le découvrons d'abord de l'intérieur. Le narrateur nous dévoile son identité. Il est écrit Juliette Swift. Mais très vite, le narrateur adopte son point de vue, avant même de nous la présenter. L'espace d'une dizaine de lignes, le point de vue est interne. Nous ne savons pas encore ce qu'elle ressemble, mais nous savons ce qu'elle pense. En effet, Juliette est sujet de verbe de penser. Il est écrit en pensant. Et de verbe de perception. Elle regarda. L'expression « elle esquissa un sourire » témoigne par ailleurs de l'émotion du personnage. Elle est heureuse au début du texte à l'idée que la situation s'améliore. Dans les lignes qui suivent, 5h20, le magasin allait fermer dans une grande demi-heure. En sortant, elle irait flâner le long du quai. Elle s'attarderait à regarder trembler les feuilles naissantes au-dessus de l'eau avant de se rendre chez sa mère qu'elle n'avait pas vue depuis plusieurs jours. Le narrateur nous donne à lire les pensées du personnage, comme s'il s'agissait d'un monologue intérieur. Nous partageons le point de vue de Juliette grâce à ce passage au discours indirect libre. La phrase non verbale 5h20, l'expression subjective dans une grande demi-heure qui laisse entendre que le temps ne passe pas vite, ainsi que l'emploi du conditionnel, elle irait flâner, elle s'attarderait, qui permet d'exprimer ce que le personnage a prévu, sont autant d'indices qui nous prouvent que c'est Juliette qui pense cela.
L'emploi du conditionnel est particulièrement intéressant ici. Il a la valeur de ce que l'on appelle un futur dans le passé. En effet, cette histoire se raconte au passé. Ce sont bien les temps du récit qui sont employés, un parfait passé simple. La Juliette du passé pense à ce qu'elle fera plus tard. C'est le sens qu'il faut donner à l'emploi du conditionnel. Un personnage, placé dans le passé, pense à ce qu'il fera dans son futur. Elle pensait à ce qu'elle ferait en sortant du travail. C'est le conditionnel qui permet d'exprimer un fait futur quand le temps de référence est le passé. C'est ce que l'on appelle le futur dans le passé. Nous savons ainsi que Juliette a projeté d'aller flâner sur les quais de Seine avant de se rendre chez sa mère. Cette allusion au futur est une anticipation. Le personnage anticipe sur la suite du récit. Néanmoins, comme nous partageons les pensées de Juliette, nous ne sommes pas sûrs qu'il en sera vraiment ainsi. Il pourra être intéressant de voir ce qui lui arrive effectivement à la fin de la nouvelle. Nous savons dans cette même phrase qu'elle n'a pas vu sa mère depuis longtemps. Cette fois-ci, Juliette pense à quelque chose de plus ancien. Elle fait un léger retour dans le passé. C'est cette fois-ci l'emploi du plus que parfait qui permet de l'exprimer. En effet, le plus que parfait exprime une action achevée qui a lieu avant le temps de référence. Nous avons d'abord découvert le personnage de l'intérieur. Le narrateur redevient ensuite omniscient pour nous en apprendre plus sur Juliette. Nous apprenons qu'elle est vendeuse dans un grand magasin parisien, la Belle Jardinière, grand magasin situé en face du Pont-Neuf. Elle incarne un monde très féminin. Elle travaille dans un lieu dédié à la femme, un grand magasin dont la clientèle est exclusivement féminine, qui plus est au rayon toilettes de dames. Nous savons ensuite ce qu'elle fait. Elle range les rayons et écoute les conversations. Le point de vue redevient interne. Les perceptions auditives sont nombreuses. Il est écrit dans le brouhaha des voix. Elle cueillait des bribes de phrases, les propos qui lui parvenaient. Elle s'entendit héler. Le narrateur résume dans un sommaire les conversations qui parviennent aux oreilles de Juliette. Ces conversations rappellent le contexte historique. Il est question de la terrible offensive allemande dans la Somme, de la difficulté des troupes françaises à tenir, du renfort des alliés anglais et américains, d'une accumulation de tous les morts et blessés, des hommes qui sont d'abord désignés par les liens de parenté et d'affection qui les lient aux femmes, les fils, les pères, les maris, les frères, rappelant que les femmes désormais sont seules, puisque les hommes sont au front ou sont morts. Les souffrances et les conséquences de cette guerre se lisent sur les visages de ces femmes. La guerre est bien là, même si les combats ont lieu ailleurs. Nous découvrons le deuxième personnage au moment où Juliette fait sa rencontre. Nous le découvrons à travers le regard de Juliette. Nous ne sommes déjà plus dans l'Incipit. Il intervient comme élément perturbateur de ce récit. C'est son arrivée qui va bouleverser le quotidien de Juliette. Il est annoncé par le connecteur temporel tout à coup, qui montre bien qu'il va se passer quelque chose qui sort de l'ordinaire. Nous vivons la scène comme la vit Juliette. Pour renforcer le caractère réaliste de ce moment, le narrateur rapporte les propos du personnage au discours direct. Nous entendons en effet le chef de rayon appeler la jeune femme. Nous ne savons de lui que ce que Juliette en voit. C'est son regard qui nous marque, et les traits de son visage. Le jeune homme est décrit en termes mélioratifs, certainement parce que Juliette le trouve émouvant, et certainement séduisant. On peut se demander qui est le personnage principal de ce texte. Incipit présente la situation initiale de cette histoire et s'arrête au moment où le soldat américain entre en scène. Il est l'élément perturbateur qui déclenche l'action. À partir de maintenant, la machine est en marche, le destin de Juliette va basculer. Elle ne sera plus la même. Rappelez-vous, Juliette avait hâte de quitter son travail et avait prévu d'aller flâner le long des quais de Seine et de s'attarder un peu. Dans les derniers paragraphes du texte, il est écrit « Juliette ferma son étalage, sortit dans la lumière trop vive, longea les quais de la Seine sans savoir où elle allait. Le soleil lui faisait mal. » Vous voyez que l'heure n'est plus à l'optimisme. L'adverbe d'intensité trop, qui porte sur l'adjectif vive, témoigne du mal-être qui s'est emparé de la jeune femme. De même, le soleil est devenu douloureux, alors que le début du texte nous parlait de la douceur du printemps. Juliette ne flâne pas, comme elle l'avait prévu, elle longe les quais de Seine sans savoir où elle allait. Manifestement, elle ne perçoit plus son environnement de la même manière. Il s'est passé quelque chose entre le début et la fin du texte. Le personnage a évolué. Un des traits qui caractérise le personnage principal d'un texte est d'une part qu'il est celui que nous suivons pour l'essentiel dans l'histoire, et d'autre part qu'il est celui qui évolue dans l'histoire. Il s'est passé quelque chose. L'expérience l'a changé. Elle l'a fait évoluer, mûrir. L'histoire que nous lisons est le récit de cette évolution. C'est Juliette que nous suivons, et c'est Juliette qui subit cette transformation. Elle est bien le personnage principal de ce récit.
Dès cet incipit, nous relevons le souci de l'auteur de rester dans un registre réaliste. En effet, Paul Dubouché multiplie les effets de réel. Quand elle écrit cette histoire, en 2002, il y a bien longtemps que la guerre est terminée. Elle-même ne l'a pas connue. Elle veut néanmoins nous raconter une histoire qui se déroule à une époque précise, historiquement très riche. Pour que l'on croie à son histoire, elle a d'abord dû se documenter, pour rester fidèle à l'époque décrite. Elle évoque la Première Guerre mondiale et les réalités du conflit. La bataille de la Somme, le rôle des Alliés, les femmes qui doivent gérer seules l'absence des hommes. Pour donner plus de réalité à son récit, l'auteur choisit un cadre vraisemblable, des lieux qui ont existé et qui donnent encore plus de réalité à l'histoire. Le grand magasin La Belle Jardinière, près du Pont-Neuf à Paris. Cet établissement était extrêmement populaire au début du XXe siècle. Le lecteur sait que ce récit, même s'il est fictif, a toutes les apparences de la réalité. Il s'apprête à lire une nouvelle historique, qui non seulement le distraira, mais qui pourra également lui en apprendre davantage sur une époque. Il observera par ailleurs comment l'histoire a bouleversé des existences et comment les hommes ont réagi face aux événements. Nous voyons que cet incipit a largement rempli sa fonction informative. Il nous a donné les renseignements essentiels à la compréhension du récit. Il nous a renseignés sur le cadre spatio-temporel du récit, sur le contexte historique, sur l'atmosphère qui régnait au début de cette histoire. Il nous a renseignés sur le rôle du narrateur et nous a présenté le personnage principal. Il remplit par ailleurs la deuxième fonction de l'incipit. Il donne au lecteur l'envie de connaître la suite. En effet, l'irruption de ce jeune homme dans le quotidien de Juliette laisse entendre que la vie de la jeune femme pourrait s'en trouver bouleversée. Le lecteur a envie d'en savoir plus.